Monsieur Accoyer. La parole est à Monsieur Hervé Morin pour le groupe UDI pour 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cet accord interprofessionnel, c'est un peu l'histoire de la bouteille à moitié vide et de la bouteille à moitié pleine. À moitié pleine parce qu'il y a quelques dispositions utiles dans ce texte, comme les mobilités internes et externes, même si elles ne concerneront quelques centaines, au mieux quelques milliers de salariés. À moitié pleine car l'instauration de la complémentaire santé est une vraie avancée sociale, même s'il existe une grande incertitude sur son financement, puisque cette mesure coûtera aux entreprises, comme le disait Bernard Accoyer, mais coûtera aussi à l'État et que pour l'instant personne n'a évoqué comment on comblerait ces 2 milliards d'euros de dépenses fiscales supplémentaires. Et surtout, il faut saluer les accords de maintien de l'emploi qui font enfin le choix du maintien de l'emploi dans le droit du travail français plutôt que l'externalisation du problème, c'est-à-dire le licenciement. Bouteille à moitié vide, car disons-le très clairement, il n'y a pas de révolution copernicienne dans cet accord et dans sa traduction législative. Ni simplification du droit, on a entendu le choc de simplification annoncé par le Premier ministre et le Président de la République, il n'y en a pas pour le droit du travail, ni flexi-sécurité, ni reconnaissance qu'en dehors de l'ordre public social et du respect des normes internationales de l'OIT, l'accord de branche ou l'accord d'entreprise prime sur la loi, comme nous le souhaitons. Non, contrairement à ce qu'affirmait encore la présidente du MEDEF la semaine dernière sur les ondes le matin, l'ANI ne préservera ni ne créera des centaines de milliers d'emplois. Je le regrette, mais c'est la réalité, il ne faut pas se bercer d'illusions. Il aurait fallu, dans ce texte, la reconnaissance de la souplesse et de la simplification. Je me suis amusé à faire un petit contrôle que je vous invite à faire en allant à la bibliothèque de l'Assemblée nationale. Le Code du travail, version Dalloz, est passé de 1606 pages en 1981 à 3516 pages en 30 ans, et on continue à penser que c'est par l'accumulation des règles et des procédures qu'on protège les salariés français et qu'on évite la destruction de l'emploi. Nous pensons pour notre part que c'est l'inverse qui se produit. Merci, mes chers collègues. À force de rigidifier les règles, notre Code du travail s'est retourné contre ceux-là même qu'il était censé protéger en précarisant encore un peu plus les salariés français. Un seul chiffre pour le démontrer, 80% des déclarations uniques d'embauche chaque année concernent des CDD de moins de 3 mois. Nous sommes le seul pays en Europe qui réalise un tel score affligeant. La construction du droit du travail en France repose sur une idée fausse, en vérité, celle de la pérennité infinie des emplois et des postes. On refuse de voir que l'économie, c'est un phénomène de destruction et de création. Plutôt que de raconter des histoires, auxquelles d'ailleurs plus personne ne croit, nous serions bien inspirés de faire partager aux Français 2 idées simples et de le traduire dans le droit du travail. La première, c'est qu'au lieu de dépenser notre énergie et nos maigres ressources dans la préservation d'activités, donc d'emplois qui de toute façon disparaîtront, nous ferions mieux de consacrer notre énergie à faire émerger de nouveaux secteurs économiques et de nouvelles spécialisations dans lesquelles la France pourra tirer son épingle du jeu et prendre le relais des emplois disparus. La seconde, c'est que plutôt que de s'arc-bouter sur des procédures, nous ferions mieux de nous engager résolument dans des politiques d'anticipation, de gestion prévisionnelle des ressources humaines et surtout d'accompagnement des salariés frappés par des restructurations. Anticiper ces restructurations pour engager des formations, accompagner la création de nouveaux métiers et de nouveaux postes, voilà ce que devrait être une gestion moderne du travail par une nation. Pas un seul mot sur tout cela dans le projet de loi. La sécurité, ce n'est pas retarder le licenciement qui est, quelles que soient les conditions juridiques, inexorable, mais passer d'une logique de la protection de l'emploi à une logique de protection des personnes, rendre le droit du travail plus souple et en contrepartie,
être plus exigeants collectivement sur le reclassement et l'accompagnement personnalisé de chaque salarié. Compte tenu du temps qui m'est imparti, je voudrais simplement, Madame la Présidente, finir par 3 remarques. Il y a d'abord dans ce texte une erreur qui sera lourde de conséquences. La validation et l'homologation par l'administration des PSE. Non seulement je ne pense pas que l'on réduise l'insécurité juridique avec ces dispositions, mais surtout on introduit la politique là où il n'y en a pas besoin. On apporte de la complexité. La double compétence des juridictions administratives et judiciaires va augmenter l'insécurité juridique, car personne n'a encore compris ce que serait exactement le rôle de l'administration et le contenu du contrôle juridictionnel. L'audition devant la MEC d'un collaborateur du ministère du Travail était d'ailleurs à cet égard particulièrement éclairant. Enfin, on ajoute de la politique là où il n'en faut surtout pas, car à chaque fois qu'un plan social sera engagé, surtout quand il prendra une tournure médiatique, il deviendra un enjeu politique. Qui peut croire qu'une direction du travail homologuera un plan unilatéral, même si ce plan est en apparence impeccable? Et enfin, qui peut croire que celui-ci ne se retrouvera pas sur le bureau du ministre ou de son cabinet dès lors qu'il y aura un enjeu politique local? Je sais que c'est le MEDEF qui a voulu cette disposition. Et je peux lui dire d'ores et déjà qu'il va très vite s'en mordre les doigts. Une erreur lourde et 2 absences coupables. La première, la majorité socialiste a refusé nos amendements sur l'encadrement des stages étudiants, qui deviennent de plus en plus des variables d'ajustement des politiques d'emploi, et je regrette que nous n'ayons pas essayé d'avancer sur ce sujet. L'autre lacune, c'est qu'il n'a pas été jugé utile par le gouvernement d'engager la redéfinition des branches professionnelles. 700 branches professionnelles aujourd'hui. Tout le monde sait que ce nombre excessif de branches empêche un dialogue social nourri et empêche, en quelque sorte, de pouvoir construire ce droit du travail nouveau. En conclusion, Madame la Présidente, j'ose espérer que l'examen de ce projet de loi ne soit pas une fin, mais bel et bien un début, car la vertu principale de cet accord national interprofessionnel, c'est d'avoir enfin créé le mouvement. Ce n'est pas la révolution copernicienne, mais au moins on a introduit cette idée simple, c'est que tout ne procède pas d'en haut et que les corps intermédiaires sont capables d'être facteurs de transformation sociale et de modernisation, ce qui pour un centriste est la clé de la politique. Je vous remercie.